Excellent. Alors, tout d'abord, je tiens vraiment à vous remercier pour avoir accepté de prendre quelques minutes de votre temps et de répondre à mes questions. Notre entretien tournera autour du processus de création de votre entreprise et sur votre parcours d'entrepreneur. Donc, pouvez-vous tout d'abord présenter brièvement l'activité de l'entreprise? Donc l'entreprise, au départ, c'était une entreprise de location de matériel public avec chauffeur. Petit à petit, on est parti vers une activité de terrassement, de démolition et de valorisation de matériaux. C'est quoi la valorisation de matériaux? Valorisation de matériaux, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on démolit, on récupère des matériaux, on les trie sur place et on essaie de les valoriser, de leur retrouver, si possible, une utilisation pour des travaux futurs. C'est-à-dire qu'à partir de matériaux récupérés, on les recycle et à partir de là, on les réutilise sur des nouveaux chantiers. D'accord. Quand est-ce que l'entreprise a été créée? L'entreprise a été créée en fin d'année 80, dans les années 85. Fin d'année 85? Oui. Alors, quel regard portez-vous sur votre secteur d'activité tout au long de ces années? Dans les années 85, dans la région, il y avait des grands projets. Il y avait la construction du TGV, la ligne Paris-Lille. Il y avait l'autoroute A16, Lille-Adam, Boulogne, Calais. En passant par Amiens, il y avait la rocade d'Amiens. Il y avait tout un projet de grands travaux. C'est pour ça, c'est un peu dans cet esprit-là que l'idée de partir dans le milieu du BTP est venue, quoi. À partir du moment où il y avait des grands travaux qui étaient lancés dans la région, il fallait en prendre une partie, quoi. D'accord. On va aborder maintenant le thème de la naissance de l'idée de votre opportunité d'affaires. Comment une telle idée de création vous est venue à l'esprit? Donc, comme je l'ai dit, c'est parce que en fait, des grands travaux étaient prévus dans la région. Les entreprises locales, il y en avait, mais elles n'étaient pas assez nombreuses pour faire face à la grande demande qu'il y avait sur le chantier, sur la région, je veux dire. Et à partir de là, il y avait des places à prendre et il y avait, grâce à ça, il y avait un marché local qui était à prendre et facile à prendre, quoi. D'accord. Aviez-vous eu d'autres idées de création d'entreprise avant celle initiale? Non. C'est plus, je dis, une politique de grands travaux qui avait été menée dans la région qui a fait que je me suis décidé à mettre en route cette activité-là. D'accord. Quelles étaient vos motivations premières pour devenir entrepreneur? Bon, entrepreneur, ça veut dire, comme son nom l'indique, entreprendre. Donc à partir du moment où on a la volonté de travailler et pas de refuser le boulot et de partager son quotidien à entreprendre et à comment expliquer, à partir du moment où on a de l'énergie à revendre et qu'on est motivé pour travailler, je pense que la motivation vient tout seul, quoi. D'accord. Et vous voyez pas trop comment dire, d'effets négatifs plus que d'effets positifs Sur quoi? sur le fait d'être entrepreneur? Bon, entrepreneur, non. Le gros atout, c'est qu'on gère son temps. À partir du moment où on voit qu'il y a une place à prendre, eh ben, on ne calcule pas son temps. C'est une priorité. À partir du moment où on est entrepreneur, c'est peut-être une priorité par rapport à d'autres phases de la vie, quoi. C'est peut-être au détriment d'une vie familiale, au détriment d'une vie associative. Mais c'est le seul reproche qu'on peut faire. Le reproche, si on peut faire ça comme ça, c'est à partir du moment où on est entrepreneur, on consacre beaucoup de son temps au départ dans l'entreprise. D'accord. Donc à votre avis, qu'est-ce qui vous a fait que vous avez choisi de franchir le pas et de créer votre entreprise? Si on reprend tous les éléments. C'est toujours la même chose, hein. À partir du moment où on a un peu un esprit de créateur d'entreprise, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut entreprendre, je pense que à partir du moment où on veut entreprendre, si on a la volonté d'aller jusqu'au bout, on passe au-dessus des obstacles et on arrive à mettre en place un projet, quoi. Et si le projet est vraiment flagrant,
est vraiment bien défini. Je vois pas pourquoi on ferait marche arrière, quoi. Si on a la volonté d'aller jusqu'au bout, c'est toujours pareil, quoi. Donc, tout est une question de volonté. Mm. Alors, là, on va parler du rôle des connaissances antérieures. Est-ce que votre formation antérieure a eu un impact quelconque sur votre idée de création et quelle est la formation antérieure, si elle en a une? Donc en fait, bon, moi j'avais fait une école de gestion à Lille et j'avais eu l'occasion de faire des stages pendant les études dans le groupe Colas, qui était plus orienté vers l'expertise comptable. Mais j'ai vu que malgré tout, le fait de travailler dans un bureau et de manipuler les chiffres quotidiennement et 8 heures sur 8, c'était pas mon truc. Donc j'ai plutôt vu l'exploitation que de la gestion pure, quoi. Et c'est pour ça que j'ai eu un peu comment on peut appeler ça, c'est là qu'est m'est venue un peu l'idée d'entreprendre, quoi. J'ai plutôt vu le côté production terrain que gestion pure, quoi. D'accord. Donc, pensez-vous que vos études ont eu un impact quelconque sur votre désir de devenir entrepreneur? Est-ce qu'à l'époque, c'était une mode en soi? Non, je pense pas. Au contraire, les études orientées plutôt vers un... Cursus salarié? Comment? Vers un cursus de salarié? Vers un cursus de salarié, sachant qu'il y avait dans la filière expertise comptable dans laquelle j'étais parti, avant d'être expert comptable, il faut au moins exercer pendant 7-8 ans. Donc à partir du moment où on travaille, comment expliquer, à partir du moment où on met le pied à l'étrier au niveau de la comptabilité, pour arriver à expertise comptable, c'est 7-8 ans, donc on est salarié pendant 7-8 ans, et je pense qu'après ça, on doit prendre, comment dire, on doit prendre un peu un statut de salarié, et on doit malheureusement, une fois qu'on a travaillé pendant 7-8 ans en tant que salarié, je pense qu'il est difficile de faire marche arrière après, quoi. Le côté entrepreneur pur, simple, voilà. Je pense que le statut de salarié doit prendre le dessus sur l'entreprise, quoi. Sur le désir d'entreprendre, quoi. Ok. Donc, qu'avez-vous retenu de votre formation antérieure qui vous a servi lors du lancement de l'entreprise et encore aujourd'hui dans le management de cette dernière? Alors, c'est sûr que le fait d'avoir fait des études de gestion, je pense que c'est comme les seigneurs de la guerre, hein. Même si on veut entreprendre, malgré toute notre bonne volonté et les bonnes idées qu'on peut avoir, la gestion, c'est quand même On peut pas tout improviser. le b.a.-ba de la réussite, quoi. Aujourd'hui, il faut savoir exactement ce qu'on peut faire, où on va, et le résultat, c'est comment dire, c'est la différence entre le prix de vente et le prix de revient. Donc si on n'a pas de prix de revient, on ne sait pas faire de prix de vente. Donc malgré tout, la gestion est quand même grâce à la formation que j'ai pu avoir, la gestion est la priorité de la réussite, quoi. Ok. Et lors du lancement de l'entreprise, vous avez eu besoin de vos compétences académiques? Bah oui. Donc pendant les 3 ans d'école, on a quand même appris le b.a.-ba de la gestion, de la comptabilité générale et de la gestion financière. Et ça servira toujours, hein. C'est un peu comme l'étape de multiplication. Il faut avoir un minimum de base pour pouvoir gérer l'entreprise, quoi. Et ça, si on les a pas, il faut les apprendre, quoi. D'accord. C'est pas inné. Donc, maintenant, on va parler du rôle des expériences passées. Donc, est-ce que vos expériences professionnelles passées, si elles existent, ont eu un impact sur la naissance de votre idée de création? Non, comme j'ai pas eu d'activité salariale au début de mon expérience professionnelle, je suis passé directement du statut d'étudiant au statut d'entrepreneur. On peut quand même dire que les stages ont aidé. Donc les stages, effectivement, ont été un déclic. Mais quand on est stagiaire, on est encore étudiant. Donc on n'est pas encore ancré dans le monde de l'entreprise. Mais j'ai pas du tout connu le statut de salarié. Donc difficile de dire si j'avais pu passer du stade de salarié entrepreneur, je ne sais pas. D'accord.
Avez-vous eu des expériences associatives avant? Ou quel enseignement avez pu en tirer? Non, j'ai eu aucune expérience associative. Je suis entré dans le milieu du BTP un peu comme un cheveu dans la soupe, comment dire. Bon, en fait, je suis parti d'une idée et on a essayé de la développer, quoi. Mais je suis parti sans idée bien précise et sans appui extérieur, quoi. Et sans réflexion extérieure, quoi. Il y a quand même une idée. Ah. Est-ce qu'il y avait une idée, un point d'origine, ou c'est vraiment quelque chose qui a été très spontané? Non, Il n'y a pas une réflexion c'était d'idée, une ou... réflexion. Bon, c'est à partir du moment où on fait un constat, à partir du moment où on travaille dans un gros groupe, on voit un peu l'évolution et l'activité qui s'exerce dans ce groupe. Et à partir du moment où on voit qu'il y a un marché local et que l'on peut en tirer une partie et que le fait de rentrer dans le BTP par le biais de la location de matériel avec chauffeur, c'est-à-dire que il fallait investir, trouver un salarié et c'est en fait la qualité du salarié qu'on mettait sur une machine qui faisait la réussite de l'entreprise, quoi. Nous, on n'avait qu'à gérer, quoi. Nous, on était plus un gestionnaire où en fait on faisait le bilan d'un investissement et d'un homme, quoi. D'accord. Au départ, vous avez commencé avec combien de salariés du coup? Donc on était 2 salariés. Plus vous? 2 plus moi, 3, ouais, si tu veux. D'accord. Donc là, on va parler maintenant des réseaux sociaux. Pas dans le sens forcément internet, mais dans le sens réseau familial ou tissu des amis. Donc avez-vous parlé de votre idée de création à vos proches, vos amis ou vos connaissances ou la famille? Je ne sais plus, parce que ça remonte assez loin. A priori, c'était plus une vocation familiale d'entreprendre. Il semblerait que j'avais les fibres pour pouvoir entreprendre et de créer une entreprise. Maintenant, la réussite, elle n'était pas du tout certaine au départ. Est-ce qu'il y avait une volonté de cacher un petit peu une volonté d'entreprendre par rapport aux autres, pour pas soit on prenne l'idée, soit on juge mal, ou alors Non, mauvaise non, je pense que de toute façon, comment dire, le statut d'entrepreneur, je pense qu'il est plutôt bien vu, enfin bien vu. À l'époque, à l'époque, le statut d'entrepreneur, on n'était pas considéré, montré du doigt, quoi. Un entrepreneur n'était pas symbole de la réussite, quoi, en fait, quoi. Oui. On entreprenait, mais on entreprenait parce qu'on avait une volonté de travailler, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, on associe trop facilement entrepreneur à réussite et à l'argent, quoi. Alors qu'au départ, c'est pas du tout ça. On entreprenait parce qu'il y avait un marché local et parce qu'on sentait qu'il y avait quelque chose à faire, quoi. Et petit à petit, effectivement, bon, au fil des années, peut-être que la richesse, enfin, on peut ça comme ça, mais la réussite se traduit par une répercussion financière, c'est sûr, mais malgré tout, au départ, c'est pas ça qui nous fait choisir tel ou tel secteur d'activité, quoi. D'accord. Donc vous avez parlé un petit peu, échangé avec vos proches, mais sans plus. Oui, donc en fait, effectivement, de toute façon, quand on se décide d'être entrepreneur, c'est une décision personnelle. Il est clair qu'aujourd'hui, à partir du moment où comme on dit tout à l'heure, à partir du moment où tu décides d'être entrepreneur, tu fais malheureusement abstraction d'autres, comment on appelle ça, entrepreneur, ça veut dire aussi un peu un repli sur soi-même, et on fait une croix sur d'autres activités ou sur d'autres possibilités d'avoir une vie associative ou une vie sociale différente, quoi. C'est-à-dire qu'entrepreneur, c'est un peu comme quelqu'un qui rentre dans les ordres, quoi. C'est-à-dire que on décide d'entreprendre et c'est un peu au détriment du reste, quoi. Bon, après ça, c'est un choix. Je pense que l'équilibre vient après en allant, quoi. Mais pendant les premières années, il faut à tout prix faire abstraction de beaucoup de choses pour y arriver, quoi. Bon, et après, donc ça pourrait être peut-être un frein à une vie familiale ou à une vie associative ou personnelle, quoi.
Donc, quelle était la réaction des proches vis-à-vis de ça? Je pense que non. À partir du moment où on évolue dans un milieu, je pense que les gens regardent, ils observent, et puis après ils disent soit il est fou, ou soit... enfin, on a du mal à savoir aujourd'hui, quand on commence, si la réussite est au bout du chemin, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que, à mon idée, il faut être persévérant, et c'est la persévérance qui fait que la réussite est là, quoi. Mais après ça, bon, chacun juge, hein. Je pense qu'à 25 ans, il y en a d'autres qui préfèrent, il y en a qui préfèrent voyager et faire leur, comment on peut appeler ça, aller voir d'autres choses, et alors qu'il y en a d'autres à 25 ans qui veulent entreprendre, quoi. C'est un état d'esprit, une entreprise, hein. Est-ce que vous avez une idée, quelle qu'elle soit, ou une aide par rapport à, enfin, qui venait de votre entourage? Donc peut-être une tradition un peu familiale, où en fait les parents étaient aussi entrepreneurs, mais dans un autre milieu. Et je pense que le fait de les avoir vus évoluer dans un milieu d'entreprise a peut-être aidé aussi à devenir moi-même entrepreneur, quoi. D'accord. Donc en fait, c'était... ouais, Je sais pas, par tradition familiale, c'est peut-être pas le terme, mais je veux dire par là qu'à partir du moment où on a vu ses parents travailler pour leur propre compte, je pense que soit on a un rejet catégorique vis-à-vis de cette attitude-là, soit qu'on comment on peut appeler ça, qu'on est en accord avec ce système et puis on rentre dans le système, quoi. Je pense qu'il y a soit un rejet, soit une acceptation, quoi. Moi, pour ma part, je l'ai accepté, quoi. C'est un exemple, on peut C'est dire. un exemple, ouais. Alors, est-ce que vous avez une aide particulière d'une tierce personne extérieure au projet à l'origine? Non, 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 non. Non, ça s'est fait. J'ai pas été accompagné, c'est tout. C'était vraiment un constat personnel. J'ai entrepris à un certain moment, j'ai dit il faut y aller. Et personne m'a épaulé, ou un petit peu avec la chambre de commerce, parce que j'avais discuté avec la chambre de commerce, non, la chambre des métiers. Avec la chambre des métiers. Bon, j'avais été suivi un moment par eux, mais ça restait vraiment très, très suggestif, quoi. Enfin, un stage de 3 jours concernant comment on peut appeler ça, était obligatoire pour pouvoir s'installer et apprendre un numéro au registre de la chambre des métiers. Et, mais ça s'est resté très succinct, quoi. Je pense que faut pas, à partir du moment où on s'intéresse à un projet, je dis toujours pareil, c'est un avis personnel. Je pense qu'il faut prendre quelques avis, mais il ne faut pas trop en prendre, quoi. Parce que ça sera toujours négatif ou positif. En général, c'est le négatif qui l'emporte. Plus facile de dire non que oui. Ouais. Donc là, on va parler du financement du projet initial. Comment vous l'avez financé à l'origine, que ce soit par personnel, emprunt ou love money? De mémoire, donc le premier matériel que j'ai acheté, on l'a acheté par le biais d'une subvention de la région. La région donnait, je ne sais plus très bien, un certain capital pour la création d'une entreprise. Mais ça correspondait à quoi en termes de Il y avait une machines? subvention, c'est donc finançait environ, je de mémoire, 60% de l'investissement. Et après, on a eu, pour le reste du financement, on a eu, par la part du constructeur, le constructeur, là, à ce niveau-là, avait bien joué aussi. C'est le constructeur avait participé un peu, enfin, quand je dis constructeur, c'est le constructeur le constructeur qui, quand je dis constructeur, je parle de celui qui construit le matériel, c'est-à-dire que le marchand de matériel, si on appelle ça comme ça, le négociant, et surtout la marque qui le défendait, m'avait un peu suivi dans le projet et m'avait fait un crédit vendeur pendant 3 ans pour le premier engin que j'ai acheté, quoi. Et grâce à ça, grâce à ce partenariat et puis à cette volonté de me suivre, ils avaient joué le jeu avec moi, quoi. Et c'est grâce à ça que j'ai pu acheter le premier, puis le deuxième et le troisième après, quoi. Donc à l'origine, vous êtes parti vraiment avec une seule machine? C'était une seule machine, ouais. Une seule machine, un seul bonhomme. Et à partir de là, une fois qu'on
qu'on a pu avoir la confiance du concessionnaire local Qui était qui? et qui était l'entreprise Godefroy à Roy, et du constructeur qui était donc la marque Caz. On a pu, grâce à ça, partir dans un projet, quoi. D'accord. Mais Et, effectivement, pour ça, il faut montrer une volonté et surtout démontrer un projet sur le long un terme. projet qui tient la route. Ouais. C'est même pas un projet qui tient la route, c'est tout une volonté de vouloir réussir, quoi. Donc c'est plus Et, un et côté montrer personnel. des garanties. En fait, c'est même pas des garanties morales, parce qu'en fait, on a beau faire un business plan, c'est plus sur la volonté de la personne que sur les chiffres que ça se joue, quoi. Si la personne qui est devant nous croit en nous, c'est gagné, quoi. Tout l'art, c'est de démontrer que l'on a la volonté de réussir, quoi. Okay. Donc, Bien sûr, avec des chiffres à l'appui, mais malgré tout, on a beau faire tout le business plan que l'on veut, si après la réalisation ça coince, c'est un problème de personne, un problème d'organisation, quoi. d'accord. Donc il n'y a pas eu de capital initial. Il n'y a pas eu de directement capital de votre- initial. de votre poche. Les banques étaient frileuses. À partir du moment où on n'apporte aucune garantie et qu'on n'a pas de fonds propres, les banques, elles arrivent uniquement une fois que l'entreprise est partie, quoi. C'est pas au départ que la banque nous aide, c'est sûr. Donc il n'y a eu aucun emprunt à l'origine et Non. aucun. Il y a eu une subvention, plus tu dis un crédit vendeur de la part du concessionnaire. C'est-à-dire que quand tu dis crédit vendeur, c'est qu'il avait étalé le paiement de la machine sur plusieurs années, quoi. D'accord. Et avec le risque, il avait pris lui aussi un risque, quoi. Bon, c'est vrai que le risque, il l'avait mesuré peut-être un peu grâce à l'appui du constructeur, mais le risque, il l'a pris avec moi, quoi. Et c'est ce qui fait un peu la force aujourd'hui d'une entreprise, c'est qu'à partir du moment où on travaille avec un partenariat et que tout le monde joue le jeu, on doit y arriver, quoi. Si l'idée est bonne et que l'entrepreneur est sur la volonté de vouloir réussir et que la personne qui est devant soi le ressent, c'est un phénomène de chaîne, c'est-à-dire qu'il faut que tous les maillons marchent dans le même sens, quoi. Et si on arrive à persuader un maillon de nous suivre, la réussite, elle est là, quoi. Mais au départ, ça repose sur pas grand-chose, quoi. Effectivement, il ne faut pas grand-chose pour que le projet déclenche. Il ne faut pas non plus aussi grand-chose pour que le projet capote, quoi. Donc là, vous dites bien que vous n'avez eu aucun apport personnel. Aucun apport personnel au départ. Zéro. Donc maintenant on va voir quel accueil vous a été réservé par les banquiers sur ce projet. On en a un petit peu parlé. Mais Bon, au départ, je dis, les banquiers, ils étaient restés un peu évasifs. Bon, j'avais un peu d'argent pour le besoin en fonds de roulement, quoi, pour faire marcher la machine au départ, mais j'ai pas eu recours à la banque, quoi. C'est plus des économies personnelles qui ont fait qu'on a pu débuter et commencer l'activité, quoi. Donc on dit économie, c'était, je sais plus, j'ai plus en mémoire, mais la somme, le capital que j'avais au départ était minime, quoi. Il servait vraiment à mettre l'essence dans la machine. à mettre l'essence dans la machine, et puis on vivait en dessous. Enfin, de mémoire, pendant un an, j'ai vécu pas comme un clochard, c'était peut-être pas le terme, mais avec un minimum de ressources, quoi. C'était pas le but recherché de toute façon. Le but était de créer, de mettre en route, et à partir de 6 mois d'activité, de trouver un revenu, quoi. Et c'est vrai qu'on a eu c'est grâce à ce potentiel qu'il y avait dans la région qu'au bout de 6 mois, on s'est dit il fallait, à partir du moment où on achète une machine, le deuxième mois, on a acheté une deuxième. Deuxième mois. Le deuxième mois, oui. Et grâce à ça, on a pu mettre en route un système qui était fragile au départ, parce que tout reposait sur une activité, mais qui existait. Et puis il y avait l'inflation à l'époque aussi qui aidait un petit peu, parce que à partir du moment où il y avait une augmentation des prix relativement importante, donc finalement l'inflation nous a aidé énormément, quoi. C'est-à-dire que même si on ne savait pas trop bien gérer, comme les prix augmentaient tout le temps, aussi bien le prix de vente que le prix de revient, mais en général le prix de vente augmentait plus vite que les prix d'achat, quoi. D'accord. Donc qu'avez-vous ressenti au moment du financement?
Moi, je vais dire ça, au niveau du financement, Vous avez été déçu par les banquiers? Bon, les ou banquiers, de toute façon, les banquiers ne prennent Vous pas, avez eu peur? les banquiers ne prennent pas de risques, hein. Ils viennent te voir et ils te suivent à partir du moment où tu as des résultats. Si tu n'as rien à leur proposer au départ, ils ne prendront pas le risque de te suivre dans un projet à partir du moment où il y a un gros investissement et s'il n'y a pas de, en face, il n'y a pas de privilèges et pas de ressources en face, ils ne vont pas te prêter, quoi. Ou alors ils vont te prêter, mais avec une tierce personne qui répondra pour toi, quoi. Donc bilan d'opération, c'est pas par les banques qu'on est arrivé au départ. C'est pas grâce aux banques qu'on a mis en route, quoi. D'accord. Là maintenant on va parler de l'accompagnement. Avez-vous été accompagné durant la création de votre entreprise? Tout à l'heure on a parlé de la chambre des métiers. Est-ce qu'il y a eu C'était la chambre des d'autres, métiers, plus après le concessionnaire local, quoi, qui était important, quoi, qui était un facteur de réussite, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a démontré au concessionnaire local qu'on avait un projet et qu'on voulait investir, et que ce projet-là pouvait réussir, il a fallu lui montrer par A plus B qu'on était prêt à se donner corps et âme pour que ça marche, et que grâce à ça, ça tenait qu'à lui pour que la réussite marche, quoi. S'il me finançait pas, s'il m'avait pas aidé par un crédit vendeur, et si la marque m'avait pas suivi, je pense que j'aurais pas pu mettre en route, quoi. C'est peut-être une opportunité d'avoir eu quelqu'un de plus aussi ouvert que, enfin, une personne qui avait accepté de prendre le risque avec moi, quoi. Sinon, j'aurais pas pu réaliser le rêve que je voulais mettre en place, quoi. D'accord. Donc cet accompagnement-là est important parce que je pense que dans tout projet, il faut qu'il y ait quelqu'un en face de soi qui croit en notre projet, quoi. Si on n'a personne pour soutenir notre projet, c'est compliqué, quoi. En fait, on peut pas, à mon avis, tout seul, ça me paraît difficile de réaliser quelque chose. Sauf si tout repose sur notre, non pas sur un investissement, mais sur la matière grise, quoi. Aujourd'hui, on peut vendre un projet, si on peut vendre on peut vendre de la matière grise, mais ça je l'ai pas. Par contre, à partir du moment où il y a un investissement, il faut que ça repose sur quelqu'un, quoi. D'accord. Donc à la question que pensez-vous de cet accompagnement, on peut dire qu'il a été primordial. Il était primordial sur la mise en route, quoi. Sur le débat. Au point de départ, quoi. D'accord. Donc maintenant on va parler de la création en équipe. Donc pourquoi avez-vous choisi de créer votre entreprise seul ou bien à plusieurs? Apparemment là vous devez être seul. Bon, au début, j'étais seul. Bon, pourquoi seul? Parce qu'en fait, au départ, T'as pas les moyens. le projet repose sur sur une réflexion personnelle, quoi. Et au départ, c'était pas vivable à deux. Je voyais pas qu'on pouvait vivre à deux là-dessus. Et je ne voyais pas partager comment expliquer, je ne voyais pas partager cette création-là à deux. Bon, c'est un projet personnel qu'on a mis en place et qui nécessitait, vu le peu de rentabilité qu'on avait au départ, il fallait, à mon idée, être seul sur un système et puis attendre que la réussite arrive, quoi. Mais bon, on pouvait difficilement s'engager à deux là-dessus, quoi. D'accord. On conseille souvent aux entrepreneurs de ne pas créer avec leurs amis. Que pensez-vous de ce conseil? Je sais pas. Bon, je pense qu'au départ, je pense qu'il faut être tout seul pour créer, mais après, on a besoin d'être à deux, quoi, parce que pour ça, on a besoin de partager, quoi. Et je pense qu'après, rapidement, il faut les soucis et les projets, il faut mieux les partager avec quelqu'un et de ne pas tout supporter soi-même, parce qu'en fait, on a des limites, hein. Humainement, je pense que tu es capable de supporter certaines contrariétés, mais c'est plus facile de les partager à deux, et même pour des décisions de stratégie, si on peut faire ça comme ça, il est plus facile de soumettre et de partager à deux. Enfin, on peut pas, à un moment, on peut plus rester tout seul et supporter seul le poids de l'entreprise, quoi. Il est plus facile je pense, à un certain moment, il faut passer le cap de partager
les idées et de soumettre à une autre personne ou à un groupe le développement de l'entreprise, quoi. Et où ça s'est fait, cette période de transition, entre guillemets, elle s'est faite à partir de quand? Je pense qu'à partir du moment où tu gères des problèmes, à partir du moment où les problèmes arrivent, à partir du moment où les investissements arrivent, après, il est quand même préférable de partager à plusieurs, parce que tu ne peux pas supporter tous les coups, quoi. À un moment, tu ne sais plus. Alors, donc ça, est-ce que c'est arrivé, je pense, environ 10 ans après. Mais à partir, il y a un certain moment où il est préférable de partager avec d'autres les soucis et de partager avec d'autres Du coup, ce partage les projets, quoi. de projets, entre guillemets, il s'est fait par l'embauche d'un cadre supplémentaire ou... Voilà, il s'est fait par l'embauche d'une personne qui est venue un peu étoffer la structure que j'avais mis en place. Et à partir de là, c'est quand même plus facile de... Enfin, sur un plan personnel, tu vis plus facilement quelque chose quand tu le partages avec quelqu'un que plutôt que de le garder tout seul, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, à un moment, tu étais quand même limité, quoi. Tu peux pas toujours prendre c'est des coups. passé 10 ans après. Ah, bah, 10 ans après la création, 95 à peu près. Donc, comment on peut organiser les fonctions de chacun dans l'entreprise, dans une entreprise comme celle-là, dès le Bah, départ? mettre un organigramme en place, hein. Après ça, lorsque les choses se mettent en place, et ben, il faut que quelqu'un s'occupe de la production. Donc il faut organiser la production d'un côté et puis l'administratif de l'autre. Alors, quand on dit administratif, c'est différentes fonctions d'entreprise. Bon, la fonction commerciale, je l'ai toujours gardée parce qu'il fallait la garder. C'était le rapport avec le client. Et après ça, la fonction purement production pure, eh ben, il faut mettre quelqu'un responsable. Donc il faut mettre quelqu'un qui sache un peu gérer l'entretien du matériel et organiser un peu la logistique du matériel. La fonction administrative et commerciale, ben, il faut voir un comptable. L'idéal, c'est de mettre en place une comptabilité générale et analytique. Et une fois qu'on a géré ça, la fonction purement salariale, ben, c'est en général chef d'entreprise qui la gère. Tout ce qui est ressources humaines Les ressources humaines, à mon niveau, c'est l'entrepreneur qui le gère. Je pense qu'à un moment, ce qui est stratégique après, une fois que l'entreprise est lancée, c'est comment on peut appeler ça, de stabiliser la production et de mettre en place une structure pour pérenniser ce qu'on a mis en place, quoi. Parce qu'à un moment, tout seul, tu peux plus gérer, quoi. D'accord. Donc en fait, le processus en fait de mettre des fonctions dans l'entreprise, ça vient tout seul. Il n'y a pas eu de réflexion. À partir du moment, je pense qu'à partir du moment où l'entreprise évolue, on retrouve les différentes fonctions de l'entreprise. Je dis qui sont la fonction commerciale, la fonction administrative, la fonction sociale. Donc ça, petit à petit, il faut la mettre en place, quoi. Ça n'a pas été géré depuis le départ. Non, ça se fait petit à petit, quoi. À partir du moment où l'entreprise évolue et que le chiffre d'affaires augmente, et on met en place une structure qui fait que les différentes fonctions se font automatiquement, quoi. On n'est pas un surhomme, donc tu ne peux pas gérer toutes les fonctions de l'entreprise tout personnellement, quoi, tout seul, quoi. Et du coup, aujourd'hui, vous arrivez à combien de personnes au niveau salarié, combien de... Aujourd'hui, on tourne à environ 45 personnes. 45 personnes avec déjà une sous-traitance. On sous-traite environ 20% de l'activité. Si bien qu'on a un responsable de production et sur un plan purement structurel, en improductif, si on peut le payer comme ça, on a environ 5 personnes, quoi. Improductif. C'est-à-dire, c'est un comptable, c'est un petit bureau d'études et un responsable de logistique, quoi. D'accord. Donc maintenant, on va parler du... Donc on va en parler parce que c'est pour les jeunes entrepreneurs. Donc en conclusion, quelles sont les qualités pour vous que doit avoir un entrepreneur? C'est ça alors? Ah, mais ça c'est pour les jeunes entrepreneurs. Oui. Quelles sont les qualités que doit avoir un entrepreneur à l'origine, quand vous avez commencé, et aujourd'hui, si elles doivent être différentes? Je pense qu'il faut déjà avoir un projet. À partir du moment où on s'intéresse à quelque chose, et voir si le projet est réalisable ou pas dans le secteur dans lequel on est, quoi. Bon,
si c'est une niche pour un service tel que nous, je pense que c'est important de bien cerner le problème. Nous, à l'époque, effectivement, on savait qu'il y avait des grands travaux qui étaient planifiés sur 5 à 6 ans. Je pense que en 5 ou 6 ans, on peut largement réaliser un projet, quoi. Et c'est vraiment une rampe de lancement, rampe de lancement qui ouvre après d'autres univers, quoi. Mais ce qu'il faut, c'est trouver le bon créneau qui va être porteur pendant quelques années pour être sûr que le projet initial se mette en route, et ce projet initial, après ça, donne une ouverture sur d'autres projets, quoi. Et alors les qualités, je pense qu'il faut, comment dire... Si on peut utiliser des adjectifs, ténacité, des choses comme ça. De quoi? Ténacité, audace, ce sont des choses qui reviennent. Et je pense qu'au début, c'est un peu de l'audace. Après ça, surtout, il faut être, c'est pas courageux, c'est peut-être pas le terme, mais il faut jamais renoncer, quoi. Même si tu prends une claque, il faut l'analyser rapidement et se remettre en cause tout de suite, quoi. Et je pense que c'est la ténacité qui fait que tu réussiras, quoi. Enfin, il faut être tenace, mais être sûr d'être dans le bon droit, quoi. Pas être tenace, parce que si tu es tenace pour arriver à un système qui au bout du compte t'amènera dans le mur, ça sert à rien, quoi. Je pense qu'il faut, si on croit si on est persuadé qu'on a fait le bon choix et que le système est toujours porteur, il faut, c'est une remise en cause perpétuelle, ça c'est clair. C'est jamais acquis, mais il faut prendre du recul par rapport au quotidien et savoir analyser le quotidien pour savoir si on est dans le bon chemin et si on a pris la bonne route, quoi. C'est ça qui fait la différence. Enfin, c'est ça qui fait que la réussite sera là, quoi. C'est une remise en cause perpétuelle et surtout, moi ce que je dis, c'est toujours être optimiste, surtout. C'est surtout l'optimisme qui fait que ça marchera, quoi. Et en disant ça, est-ce que vous avez un exemple personnel de quelque chose que vous avez justement fait évoluer ou changer par rapport au point de vue que vous aviez initialement et aujourd'hui, dans la fonction de manager ou dans l'exploitation pure? Aujourd'hui, le problème, c'est que l'environnement autour du travail n'est plus propice à l'entreprise, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir du moment où on entreprend, on crée des problèmes. Donc aujourd'hui, je pense que ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est qu'il faut... j'ai pas refusé le système, parce qu'on n'a pas le droit de refuser le système, mais c'est que la réussite aujourd'hui, elle se fera si... non pas parce qu'on a un projet, mais si on gère les problèmes en allant, quoi. Parce qu'en fait, le gros drame aujourd'hui, c'est que, comme je disais tout à l'heure, si on entreprend, on crée des problèmes, et si on ne résout pas les problèmes en allant, on se marginalise du secteur et ça ne dure pas longtemps, quoi. Et c'est quoi comme genre de problème? C'est des choses au niveau... C'est des problèmes humains, c'est des problèmes administratifs, c'est comment dire, c'est l'administration qui est de plus en plus pesante, hein. Aujourd'hui, autour du travail, on a malheureusement dans notre métier l'inspection du travail, la CARSAT, la médecine du travail, l'OPBTP, plein d'organismes qui sont là autour du monde du travail qui nous pénalisent, ouais, qui nous freinent, quoi. Et ça existait déjà ça existait, mais ils n'étaient pas aussi actifs, quoi. Donc aujourd'hui, c'est le problème, c'est à partir du moment où tu entreprends, on a systématiquement un frein. Il y a quand même, comme je disais tout à l'heure, un environnement autour du travail qui fragilise l'entreprise, quoi. Et aujourd'hui, c'est le fait de pouvoir gérer cette contrainte environnementale, cette contrainte administrative autour du travail qui fera qu'on réussira, quoi. Parce que aujourd'hui, je ne dis pas que le salarié est roi, mais la moindre erreur peut être fatale à l'entreprise, quoi. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de partir, socialement parlant, il faut que les choses soient claires à 100%. Alors qu'à l'époque, quand on mettait en route, on pouvait... la loi existait, mais on pouvait l'adapter, quoi, on l'interprétait, quoi. Alors qu'aujourd'hui, si le moindre écart sur le temps de travail, sur les... comment on peut appeler ça, sur les normes et sur
les procédures à mettre en place ne sont pas respectées, ça peut coûter très cher, quoi. Donc voilà en quelques mots ce qu'on peut dire. D'accord. Donc, pour conclure, quels sont les conseils que vous pourriez donner pour un jeune qui souhaite lancer son entreprise en reprenant les grands principes, les grandes lignes qu'on a évoquées? Les conseils, qu'est-ce que c'est? C'est déjà avoir un projet qui aujourd'hui... Sur un moyen terme. Oui, je pense que les conseils, c'est d'avoir déjà un projet qui puisse s'établir. Il faut savoir dans quel... Il faut déjà trouver le domaine porteur, quoi. Je pense que dans n'importe quel domaine, il y a une niche à prendre, où il y a un service à amener, mais il faut comment on dit, le dénicher, c'est exactement le terme, et comment on peut le valoriser pour que il y ait un plus. Aujourd'hui, l'entreprise, l'entrepreneur, il faut le soulager par les contraintes qu'il y a autour du monde du travail. Donc ce qu'il faut, c'est trouver le système qui fera que l'entrepreneur... je pense que tout ça sera plus compliqué. Il faut trouver le bon environnement qui fera que l'entrepreneur pourra faire face à toutes ces contraintes, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est... je pense qu'il faut malheureusement... Il faut je dis pas un conseil juridique, peut-être pas le terme, mais il faut aujourd'hui... La bureaucratie est plus importante. Plus importante, oui, si on peut ça comme ça. Les procédures sont plus... Le conseil, c'est de ne pas reculer devant les contraintes administratives, si on peut dire comme ça. C'est accepter les contraintes et savoir y remédier et y faire face, quoi. Et à partir de là, une fois qu'on arrive à passer ce cap-là, le fait d'entreprendre, pour prendre son vrai terme, il faut prendre sa vraie signification, quoi. Mais aujourd'hui, le gros drame, c'est qu'avant d'entreprendre, il y a tout un tas de procédures à mettre en place. Et une fois qu'on a passé ce cap-là, bon, je pense qu'on peut y aller, quoi. Enfin, voilà en quelques mots. Ok, bah, écoutez, merci beaucoup. Et puis, voilà. Merci.